Ils remettent leur vie entre mes mains. Elle a bondi sur moi. Jamais je n'aurais cru mourir ainsi. Patrick était tout pour moi. Son corps pourrait ne pas supporter tant de venin. C'était peut-être la fin pour moi. Jamais je n'avais entendu mon courageux Marine pleurer comme ce jour-là. Je suis mère célibataire, j'ai 3 garçons. Après le passage de Gustave, il y avait des branches et des débris de toiture d'un bout à l'autre de la cour. J'étais seule avec Patrick. J'ignorais comment on allait pouvoir nettoyer tout ça. Mes 2 frères étaient affectés en Irak en même temps. J'étais l'homme de la maison et je devais prendre soin de ma mère. C'est très dur pour une mère de ne pas savoir si elle reverra ses enfants vivants. Je n'aurais jamais cru que mon fils le plus proche, avec qui je passais tout mon temps, serait un jour en danger de mort, dans mon propre jardin. Je suis très proche de ma mère. Patrick s'est tout de suite attelé à la tâche après l'ouragan. Je ne m'en serais jamais sortie sans lui. Ma mère et moi avions prévu étaler du paillis pour absorber l'eau. J'étais déterminée à en finir avec les travaux. Je n'ai jamais pensé que les choses pourraient mal tourner. En soulevant le sac, je l'ai accroché sur un débris de métal. Il s'est déchiré et s'est renversé sur ma jambe. Je croyais avoir la jambe recouverte de paillis. Mais en regardant de plus près, j'ai vu des centaines de fourmis. J'ai su que c'était des fourmis de feu, parce que j'avais une sensation de brûlure sur toute la jambe. J'ai vu Patrick s'énerver. Je lui ai demandé où il courait comme ça, et il a hurlé qu'il était couvert de fourmis. Je pensais qu'il exagérait. Mais quand je suis entrée dans la maison, il n'était ni dans sa chambre, ni dans le salon. J'ai compris que quelque chose clochait. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Il faut être passionné. C'est tout ce qui compte quand on travaille à Kruger, la passion. Ce n'est pas un travail comme les autres. J'ai à cœur ce que je fais. Mais le danger est omniprésent. Tout peut arriver. Quand je l'ai épousé, je savais qu'il était agent de la faune.
Notre amour pour le parc Kruger est l'un de nos plus grands points en commun. J'ai tout de suite été attirée par ses yeux. Il a un regard très doux et très aimant. On a 2 enfants, un garçon Ruben et une fille Nadia. Leur père est un véritable modèle pour eux. Ce n'est pas facile d'être souvent absent et de faire face aux dangers. Je ne sais jamais ce qui m'attend. Dès qu'on entre dans le parc, particulièrement dans le secteur où on est allé ce jour-là, on peut tomber sur un éléphant, un rhinocéros, un buffle ou un lion. C'est une zone très fréquentée. Beaucoup de visiteurs ont peur. Ils remettent leur vie entre mes mains. Ils me font entièrement confiance. Je sillonne les chemins de brousse depuis 8 ans et je connais les zones à risque. J'évite les pistes dangereuses. Je connais bien les animaux dont il faut se méfier. Les visiteurs savent qu'ils sont entre bonnes mains. Je guidais le groupe avec mon assistant Philip sur une piste en particulier. Déjà la première journée, on a vu plusieurs animaux, des éléphants et quelques rhinocéros. Les visiteurs étaient très heureux. J'ai vu un vautour descendre du ciel. Habituellement, c'est signe qu'il y a des lions ou une carcasse dans les parages. Le genre de choses qui intéressent les visiteurs. Philip m'a arrêté. Il a vu une lionne. Tout le monde était très impressionné. Mais Philip et moi connaissons bien les lions. Il a dit au groupe qu'on ne resterait pas longtemps pour ne pas l'effrayer. Quand j'ai vu ces petits, j'ai compris qu'on était en terrain miné. Les lions, particulièrement les lionnes, sont très protecteurs. Surtout si on s'aventure trop près. C'est alors que la lionne s'est retournée vers nous. J'ai dit au groupe qu'il était temps de partir, de rester ensemble. On a commencé à s'éloigner en file indienne. J'avais à peine fait 3 pas. La lionne a poussé un rugissement monstrueux. J'ai tout de suite chargé mon arme. J'ai dit au groupe de rester derrière moi et de ne pas bouger. J'ai pointé mon fusil vers le sol pour tirer un coup de semonce. J'espérais qu'elle arrête, mais elle ne s'est pas arrêtée. C'était très mauvais signe. J'ai rechargé mon arme, mais je lui ai laissé le bénéfice du doute. À environ 3 mètres de nous, elle a bondi sur moi. J'ai couru à la salle de bain. Et je me suis passé la jambe sous l'eau froide. Ça brûlait et ça piquait. Je n'avais jamais ressenti une telle douleur. J'avais au moins 300 piqûres sur la jambe.
Quand je suis entrée, il était assis dans la salle de bain. Il était penché au-dessus du bain et il y avait des centaines de piqûres qui enflaient rapidement. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas très bien. Les piqûres enflaient à une vitesse fulgurante. Ma jambe était couverte de piqûres et enflait à vue d'œil. Puis cela n'a fait qu'empirer. Je me suis mis à avoir très mal au ventre. Et j'avais du mal à respirer. Il n'avait pas l'air bien du tout. Il avait les yeux tout vitreux. Cela ne me disait rien qui vaille. Je l'ai conduit et l'ai inscrit à la clinique. J'avais très mal et ça me piquait sur tout le corps. Il était plutôt calme. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai rempli les papiers et je lui ai donné pour qu'il les rapporte au comptoir. Il s'est arrêté. Il m'a regardé avec un regard livide. On aurait dit qu'il n'était plus là. J'ai entendu la lionne s'approcher. Elle n'entendait pas à rire. J'ai balayé les alentours du regard pour la repérer. Il fallait agir. Je ne voulais pas la battre, car elle avait des petits. Mais je devais protéger le groupe. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi sur la gauche, mais elle a été plus rapide que moi et m'a effleuré la jambe. Elle était énorme. Quand elle m'a frôlé, je n'ai rien vu d'autre qu'un énorme lion. Le groupe était à découvert. J'ai pointé mon arme sur la lionne, prêt à faire feu. Dès que je l'ai vue, j'ai tiré. Elle est tombée. Je me suis tout de suite senti soulagé. Puis, je me suis demandé comment les visiteurs réagiraient. Seraient-ils soulagés d'être sains et saufs? Ou m'en voudraient-ils parce que j'avais fait feu sur la lionne? La lionne s'est relevée. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle s'est tout de suite retournée vers moi. Cette fois, j'étais dans le pétrin, car je n'avais pas rechargé mon arme. Elle m'a donné un coup de patte sur le flanc et mon fusil m'a glissé des mains. Cette fois, j'étais cuit. Il avait les yeux révulsés et il a été inconscient pendant 2 bonnes minutes.
J'essayais de le ramener à lui en le secouant quand les infirmières ont accouru. Quelque chose ne tournait pas rond. Elles m'ont dit qu'il avait passé la journée au soleil et qu'il n'avait pas mangé beaucoup, qu'il avait peut-être tout simplement eu un malaise et s'était évanoui. Mais il avait encore ce regard livide. Comme s'il allait de nouveau perdre connaissance. Mais avant même que j'ouvre la bouche, Patrick est tombé vers l'arrière. J'ai paniqué. J'ai crié et l'infirmière est revenue en courant. Son état ne faisait qu'empirer. Quand il a repris connaissance, il était très désorienté. Il avait du mal à respirer et à avaler. Quand le médecin a contrôlé sa pression sanguine, j'ai vu à son regard que ça n'allait pas du tout. Sa pression était au plus bas. Patrick était à l'article de la mort. Avant même son transport en ambulance, il souffrait d'insuffisance respiratoire. Ils nous ont fait monter dans l'ambulance. Ils m'ont laissé y aller avec lui. Je ne voulais pas le quitter. J'avais l'impression de vivre un cauchemar qui ne finirait jamais. J'étais sans voix. Je ne savais plus quoi faire. J'étais assise là, comme s'il ne restait plus qu'à attendre sa mort. La lionne m'a agrippé en poussant un terrible grognement. Je sentais son souffle sur moi. Je sentais ses griffes s'enfoncer. Je sentais mes bras se déchirer. Puis elle m'a pris au cou. Cette fois, j'étais cuit. J'étais bien trop jeune pour mourir. Je n'avais que 34 ans. Ce ne pouvait être ma dernière expédition. Je n'arrivais pas à croire ce qui était en train d'arriver. Je n'avais jamais pensé mourir ainsi. Je pensais à ceux que j'allais abandonner. Lynn Murray se retrouverait seule avec les enfants. Je pensais ne jamais les revoir. La brousse était toute ma vie. Au moins je mourrais dans la brousse, en faisant ce que j'aime. Mais ce n'était pas moins lugubre pour autant. Je priais pour que la lionne laisse tomber. J'ai alors pensé que si je faisais le mort, elle arrêterait peut-être de me mordre. Car si elle continuait, elle aurait ma peau.
J'ai fermé les yeux et j'ai fait le mort en espérant qu'elle me lâche. Tout à coup, elle a cessé de me mordre. Elle se tenait à mes côtés, la patte posée sur moi. Je savais que c'était ma seule chance. Je sentais le poids de sa patte peser sur moi. Après tout, j'avais peut-être une chance de m'en sortir. Je savais que Philip était toujours là, mais qu'il n'oserait pas tirer pendant qu'elle s'en prenait à moi. Il aurait trop peur de me blesser. Dès qu'elle a lâché prise, j'ai inspiré et j'ai crié. Je venais de commettre une grave erreur. La lionne a compris que j'étais toujours en vie. Je savais qu'elle ne me laisserait pas une deuxième chance. Je n'arrivais pas à croire que tout ait basculé ainsi. On ne faisait qu'entretenir la cour. Je ne m'attendais pas à ce qu'à peine 3 heures plus tard, il soit en réanimation. Je me sentais affreusement coupable. Je me sentais responsable, car tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas insisté pour qu'il m'aide. C'est alors qu'il s'est mis à vomir. À vomir du sang. C'était la cohue dans la pièce. Je n'arrivais pas à me ressaisir et à garder mon sang-froid. On m'a alors demandé de sortir. Je me sentais si impuissante. J'étais paralysée. Pour la toute première fois, j'ai senti qu'un mur me séparait de Patrick. Il était tout pour moi. Je ne supportais pas qu'on me prenne mon fils. J'étais certaine de ne plus jamais le revoir. Qu'il ne m'appellerait plus jamais maman. Une mère se sent si impuissante quand son enfant lui échappe. Et c'est exactement ce qui était en train de m'arriver. Le médecin m'a dit qu'il devait me parler. Il m'a expliqué que son corps pourrait ne pas supporter tant de venin et que son cœur risquait de lâcher. Il m'a annoncé qu'on avait déjà dû le réanimer 2 fois suite à des insuffisances cardiaques. Patrick avait plus de 300 piqûres sur une seule jambe. Comment était-ce possible? Après tout, ce n'était que des fourmis. Mon fils, qui était en pleine forme il y a à peine 3 heures,
est en réanimation à l'unité des soins intensifs à cause de ces fourmis. Je ne pouvais pas le croire. Quand j'ai dit au médecin qu'il avait 2 frères dans les Marines, il m'a dit de les appeler et de les faire venir sans tarder. Je suis mère de 2 Marines. Jamais je n'aurais cru que la mort puisse frapper le seul de mes fils qui soit resté à la maison avec moi. J'ai tout de suite appelé son frère Lance. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai fondu en larmes. Il a tout de suite compris et m'a demandé ce qui était arrivé à Patrick. Je lui ai répondu qu'on ne savait pas s'il passerait la nuit. Jamais je n'avais entendu mon courageux Marine pleurer comme ce jour-là. Et son frère allait sans doute mourir avant même qu'il arrive. La lionne a compris que j'étais toujours en vie et elle s'en est prise de nouveau à moi. Elle tentait sans doute de m'entraîner quelque part pour m'achever. Je me suis senti stupide. J'ai regretté d'avoir crié et sans doute provoqué ma propre mort. Heureusement, quand j'ai refait le mort, elle m'a lâché. J'ai senti son poids se soulever. Et je l'ai vu s'éloigner. J'ai alors compris qu'elle avait été touchée par mon coup de feu, car elle est partie en boitant. Je n'avais aucune idée de la gravité de mes blessures, car je ne sentais rien. Je ne voyais plus de l'œil droit. Je pensais qu'elle me l'avait arraché. Peu de gens connaissent le sentiment de soulagement que j'ai ressenti quand elle est partie. Je n'arrivais pas à croire que j'étais en vie. Je me suis mis à chercher le reste du groupe, mais ils étaient assez loin. J'ai eu beaucoup de chance qu'il y ait un médecin parmi eux. Mon pantalon et mes jambes étaient couverts de sang. Je l'ai supplié de m'examiner et de constater les dommages. Elle a lavé mes plaies avec de l'eau et a commencé à panser mes blessures. Je ne savais pas si j'allais m'en tirer, car les victimes meurent plus souvent d'une infection que de leurs blessures. J'ai dit à Philip d'appeler des secours avec la radio. Mais impossible de joindre qui que ce soit. Seulement de l'interférence. Aucune aide possible. Quand je suis entrée dans la chambre,
et que j'ai vu tous ces appareils. Le bruit du respirateur. Le mouvement de sa poitrine au rythme de la machine. Je suis restée figée sur place. J'étais incapable de passer le pas de la porte pour aller le voir. Puis, c'est comme si quelqu'un m'avait poussé à l'intérieur en disant « Il a besoin de toi ». Je suis restée à ses côtés. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui. Son heure n'était pas encore venue et il devait rester. Rien n'allait plus sans lui. J'avais l'impression que la Terre s'était arrêtée de tourner et j'avais besoin de lui pour la remettre en marche. La première nuit à l'hôpital a été la plus longue de toute ma vie. Travis et Lance ne sont arrivés que le lendemain, le lundi. C'était la meilleure nouvelle en 2 jours. Ils étaient là au moment où j'ai eu besoin d'eux. Je leur ai expliqué ce qui se passait. On ne connaissait toujours pas l'étendue des dégâts et on ne savait pas s'ils s'en sortiraient ou non. Ils sont restés très calmes. Ils m'ont dit que tout irait bien, que c'était un battant, comme ses frères, et qu'il s'en sortirait. Mais quand ils sont entrés et qu'ils l'ont vu, ils ont perdu tous leurs moyens. Ils ont compris qu'ils ne reverraient plus leur petit frère. I'm gonna lose my little brother. C'était très frustrant de ne joindre personne avec la radio. Il fallait me sortir de là. Il fallait amener le groupe en lieu sûr, retourner au véhicule et me conduire à l'hôpital. Mais on était au milieu de nulle part. Il fallait partir de là au plus vite. J'ai rappelé au groupe qu'on était toujours en danger et qu'il ne fallait pas s'éloigner. Il fallait accélérer le pas pour regagner la civilisation. Je devais rester attentif aux animaux qui représentaient un danger, car je n'avais plus de munitions dans mon arme. On était à 5 km du véhicule. Les visiteurs étaient très inquiets et sans doute nerveux après ma mésaventure. J'ai essayé de les rassurer de mon mieux. Mais au fond de moi, je priais pour qu'il ne leur arrive rien. Je me sentais impuissant, car j'étais responsable du groupe. Mais je ne pouvais rien pour eux. Je ne pouvais plus faire feu ni les protéger. C'était frustrant. Très frustrant. J'essayais d'appeler des secours toutes les 10 secondes. Mais en vain.
J'avais le bras très endolori. Je n'avais plus aucune force. Il fallait que je m'assoie. Tout à coup, quelqu'un a répondu à l'appel radio. Philip lui a expliqué la situation et a demandé qu'on nous envoie un hélicoptère. L'hélicoptère est en route. C'est la plus belle chose que j'ai entendue ce jour-là. L'hélicoptère s'est posé directement sur l'aire d'atterrissage de l'hôpital. Une fois sur place, j'ai tout de suite été conduit en salle d'opération, car on craignait que mes blessures s'infectent. J'étais en réunion. J'assistais à une présentation et je me suis mise à recevoir des appels sur mon téléphone cellulaire. J'ai vu qu'une amie tentait de me joindre. Je suis allée à la salle de bain pour répondre. Et elle m'a demandé si j'étais au courant pour Rudy. Je suis restée figée, puis je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a dit qu'il avait été attaqué par un lion. Le temps que j'arrive à l'hôpital, Rudy était déjà sur la table d'opération. Ils m'ont remis sa chemise et son chapeau. À en juger par l'état de sa chemise, elle était toute déchirée et maculée de sang. Je pouvais m'attendre au pire. Dès que je l'ai vu, j'ai été vraiment soulagée. Après l'opération, le médecin est venu me voir pour me dire que tout s'était bien passé et que les artères n'avaient pas été touchées. Mais j'ai eu les nerfs du bras sectionnés. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Après avoir passé une batterie de tests à l'œil droit, on m'a confirmé qu'il était intact. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il n'ait pas été endommagé. Quand mon fils est venu me voir, il m'a demandé de ne plus retourner travailler. Car si je retournais dans la brousse, les lions auraient ma peau. Il m'a beaucoup touché. Je voulais être là pour le voir grandir. La vie devait continuer. Je travaillais dans la brousse depuis 8 ans. Il était temps de tourner la page et de passer plus de temps à la maison. J'ai encore des choses à accomplir sur Terre. Mon accident m'a ouvert les yeux. J'ai l'impression que la vie me donne une deuxième chance. Ma famille a besoin de moi. C'est pour ça que j'ai survécu.
Ce fut une dure épreuve pour ses frères de le voir dans cet état, étendu sur un lit, sans ne rien pouvoir faire pour lui. Son corps avait subi tant de piqûres qu'il n'arrivait plus à les combattre. Il s'était battu toute sa vie et ce n'était pas fini. Il n'était pas question d'abandonner. Je lui ai dit que j'avais besoin de lui. Et je crois qu'il m'a entendu. Il a bougé. Le lundi soir, on assistait à un revirement de situation. Ses signes vitaux s'étaient améliorés. Il arrivait à respirer par lui-même. Quand je me suis réveillé, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai senti un tube dans ma gorge. Je me suis retourné et j'ai vu ma mère. J'étais si heureuse de le voir ouvrir les yeux que plus rien ne comptait. Je me suis penchée sur lui pour l'embrasser et lui dire que je l'aimais. C'était très touchant de voir sa réaction quand il nous a vus à son chevet et qu'il s'est mis à pleurer. J'étais très heureux de voir mes frères à l'hôpital, car c'était la première fois qu'on était réunis tous les trois depuis au moins 1 an et demi. Mes 3 fils sont toute ma vie. Ils sont tout pour moi. Ils sont ce que j'ai de plus cher. Ma mère est restée à mes côtés à l'hôpital pendant 2 jours, sans même rentrer à la maison. Je l'aimerai toujours, et elle aussi. Et on sera toujours là, l'un pour l'autre. C'est rassurant de savoir qu'elle sera toujours là pour moi.